Tu connais Eddie? C'est un peu comme ces histoires qu'on entend, mais qu'on ne prend pas toujours au sérieux. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est comme quand un gros éléphant est dans la pièce et que personne n'ose en parler. Mais bon, parfois Eddie rend un peu mal à l'aise. Par contre, c'est un sujet qui mérite d'être pris au sérieux. Alors, dans cet épisode des Aventuriers du travail, je suis avec Jean-Philippe Beauregard pour faire tomber les barrières. Parce que franchement, l'équité, la diversité et l'inclusion, ça peut paraître compliqué, mais on est là pour en parler. Alors, oui, Eddie, c'est juste un raccourci pour parler d'équité, de diversité et d'inclusion. Et je le fais avec Jean-Philippe Beauregard, qui va nous donner des trucs et astuces pour mieux comprendre pourquoi c'est important, puis comment on peut au moins commencer à aborder le sujet. Alors, rejoins-nous dans cette aventure où on va explorer les coins et les recoins d'Eddie. 35 heures semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier et naviguer dans l'univers de la collaboration, de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple. Inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement, et je t'accompagne dans cette aventure palpitante. Alors, salut les aventuriers et bienvenue dans ce 21e épisode des Aventuriers du travail. Alors, on arrive bientôt à la fin de la 2e saison des Aventuriers du travail. Je suis actuellement à préparer la 3e saison. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute et merci de partager autour de vous. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial, un spécialiste d'Eddie, donc le fameux Eddie, que j'ai connu, Jean-Philippe, grâce à Sophie Morfeau, que j'ai rencontrée à l'épisode 12, les communications en période de changement. Tout comme moi et Sophie, Jean-Philippe travaille à changer les façons de faire. Et lui, sa spécialité, c'est vraiment Eddie. Donc, avant d'aller plus loin dans cet épisode-là, j'ai le goût de te le présenter vraiment, Jean-Philippe. Donc, Jean-Philippe Beauregard, c'est un docteur en sociologie qui est spécialisé sur les enjeux de l'équité, la discrimination, la diversité et l'inclusion, ou si tu préfères, le fameux Eddie. C'est aussi un chercheur associé au Centre d'études et de recherche sur les transitions et l'apprentissage, le CERTA de l'Université de Sherbrooke, et aussi à la chaire de recherche sur l'intégration de la gestion des diversités en emploi, le CRID de l'Université Laval. Donc, Jean-Philippe est aussi cofondateur d'Eddie Consultant et aurait obtenu un prix d'excellence de la Société canadienne de la sociologie. Donc, finalement, pour faire une vraie belle présentation, il faut dire qu'il est aussi professeur en sociologie au département des sciences sociales du Cégep de Limoilou. Alors, bienvenue Jean-Philippe dans cet épisode des Aventuriers. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir d'être là avec toi. Ouais. Et surtout pour aborder un sujet qui est vraiment, on pourrait dire, délicat. En tout cas, c'est ce que les aventuriers pourraient nous dire. Mais j'ai le goût, avant d'aller plus loin, que tu nous dises, c'est quoi Eddie? C'est quoi, concrètement, Eddie? De quoi il veut nous parler? De quoi veut nous parler Eddie? Bon, ben là, il y a le EDI dont on entend parler. Notre entreprise s'appelle EDDI aussi. On a ajouté une lettre dans notre nom pour faire référence à l'éléphant qui est dans la pièce, dont on parlera aussi. S'intéresser à l'équité, la diversité et l'inclusion pour celles et ceux qui ne sont pas familières là, avec l'acronyme en question. C'est des enjeux, des valeurs, des principes qui ont pris beaucoup d'importance dans le monde du travail dans les dernières années. Je dirais qu'au Québec, ça s'est passé pour la majeure partie des organisations, dans le privé, dans le public, à l'année 2020, avec la mort de George Floyd aux États-Unis, avec la mort de Joyce Echaquan au Québec. C'est deux moments forts qui ont fait prendre conscience à plusieurs organisations qu'il y avait des enjeux de l'ordre du racisme ou de discrimination qu'on retrouve en milieu de travail, pas parce qu'on n'est pas des bonnes organisations, c'est parce que c'est des enjeux qui traversent nos sociétés. Puis dans d'autres contextes, dans le contexte universitaire, par exemple, on a été forcé quelques années, même plus tôt, à s'intéresser à ces choses-là. Dans le monde de la recherche, dans le recrutement des professeurs, des titulaires de chaires. En gros, c'est quoi l'EDI? C'est s'intéresser au sort des groupes minoritaires en milieu de travail. On peut aller dans le détail, nommer les groupes, mais ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est des personnes qui vont rencontrer davantage d'obstacles
en milieu de travail pour accéder à l'emploi, pour être intégré dans les équipes, pour accéder à des promotions, pour occuper des rôles de professionnels, des rôles de gestionnaires au sein des entreprises, à cause de l'existence de toutes sortes de stéréotypes, de préjugés qu'il y a dans notre société à l'égard des groupes minoritaires, qu'on peut appeler les minorités, les groupes sous-représentés quand on parle de l'emploi. Puis souvent, on tend peut-être à mettre de côté qu'il y a encore des enjeux qui touchent les femmes en milieu de travail. C'est le cas, mais on pense aussi aux personnes autochtones, aux personnes qui sont membres des groupes, des minorités visibles, minorités ethniques, des personnes en situation de handicap, la diversité sexuelle et de genre. On peut intégrer des personnes immigrantes, on peut penser à des personnes qui sont plus âgées en milieu de travail, qui vivent des enjeux spécifiques, pardon. Donc, l'EDI, en gros, c'est de s'ouvrir les yeux puis de s'assurer de bien comprendre c'est quoi ces enjeux-là qui sont vécus par les personnes sur le monde du travail au sein de nos organisations, quand on est dirigeant ou dirigeante, et faire en sorte de changer un peu nos pratiques pour diminuer ces obstacles, pour diminuer les enjeux qui sont vécus par ces personnes-là, pour mieux les intégrer dans le milieu de travail. Donc, en gros, ça implique de revoir certaines pratiques, de s'assurer que notre culture organisationnelle au sein des entreprises privées ou publiques correspondent justement, puis ils sont sensibles à ces enjeux-là. De ne pas penser qu'on peut avoir un modèle one size fits all où tout le monde peut faire son chemin tranquillement, où on met la pression sur les individus. Donc, dans ce cas-là, c'est prendre un peu de recul pour poser un regard un peu plus critique pour être en mesure de s'améliorer. Donc, je pense que l'EDI, c'est ça en quelques mots, Nathalie. Puis comme je le disais tout à l'heure, le fameux éléphant qui est dans la pièce dont on va parler aujourd'hui, ben, c'est la discrimination. C'est un gros mot qu'on utilise des fois à tort et à travers, qu'on n'ose pas utiliser, qu'on a peur d'utiliser, de nommer en tant que tel. Mais l'EDI n'existerait pas s'il n'y avait pas de discrimination en milieu de travail. C'est donc en bonne partie pour cette raison-là qu'on parle d'EDI de plus en plus dans les dernières années et qu'on s'y intéresse. Voilà. Tu as fait, tu sais, c'est quand même large que je comprends l'EDI. Et tu as fait le reflet de ça touche aussi notre société. Donc, est-ce que c'est pour ça que c'est aussi présent dans nos organisations? Et qu'est-ce qui fait que la discrimination, on en a si peur que ça, de ce mot-là, ou de. Ben, tu sais, puis comment on le voit ou on l'observe dans notre milieu de travail qu'il y a de la discrimination? Je ne sais pas si c'est clair, oui. Hein? Tu fais le reflet entre la société, oui. Tout à fait. La question est très bonne. Pourquoi a-t-on si peur de la discrimination? Ben, la discrimination, c'est illégal. Il n'y a pas personne qui veut être accusé de faire de la discrimination, de discriminer une personne en milieu de travail, dans d'autres contextes sociaux aussi, comme dans l'accès au logement. Il n'y a pas un propriétaire qui veut se faire poursuivre parce qu'il a discriminé dans l'accès au logement ou dans d'autres services, d'autres ressources au sein de notre société. Donc, c'est une chose. Donc, c'est illégal, puis c'est un mot qui est très, très fort, quand on va jusqu'à poursuivre quelqu'un, poursuivre une organisation pour un cas de discrimination, mais c'est que c'est vraiment grave. Et en même temps, il faut avoir des preuves, c'est un processus qui peut être long, mais les discriminations, c'est quelque chose qui peut exister aussi, je dirais, au quotidien, sans qu'on soit capable vraiment de l'identifier en tant que tel, sans qu'on soit capable de dire « Ah, cette personne-là a fait de la discrimination ». C'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus subtil, et la plupart du temps, ce qu'on observe dans la recherche ou même sur le terrain, dans différents milieux de travail, c'est que c'est inconscient. On n'a pas nécessairement la volonté de discriminer les gens. Je vais prendre l'exemple classique, moi, sur lequel, justement, j'ai fait mon doctorat, la discrimination à l'embauche. Quand on fait un tri des curriculums vitae qu'on a reçus pour un poste donné et qu'on se met à faire deux piles de gens qu'on va inviter potentiellement en entrevue ou qu'on veut revoir le CV un peu plus en profondeur, puis un autre pile qu'on rejette les gens, bien, c'est surtout là que ça se passe. Et c'est pas parce que les personnes sont nécessairement mal intentionnées, les personnes qui font ce tri-là, ça peut être des personnes qui sont formées en ressources humaines, qui ont été même sensibilisées aux enjeux d'équité, la diversité et l'inclusion, mais c'est souvent inconsciemment qu'on va être amené à rejeter une personne candidate parce qu'elle ne nous ressemble pas, puis parce qu'on a toutes sortes d'idées reçues par rapport au groupe à laquelle on l'associe à partir de son nom. Donc, est-ce qu'on parle du groupe des personnes noires? Est-ce qu'on parle des femmes? Est-ce qu'on parle des personnes immigrantes en général, etc.? Des catégories qu'on peut avoir dans notre tête a priori. Donc, c'est sensible de parler de discrimination parce qu'on ne veut pas en faire, mais en même temps, on est amené en tant qu'être humain à utiliser des raccourcis pour justement prendre nos fameux modèles mentaux, là, hein? C'est les modèles qu'on a dans notre tête, de notre société.
Exactement. On parle souvent de biais inconscients, de biais cognitifs Ouais. inconscients dans ce cas-là qui viennent alimenter nos décisions, nos actions. Puis ça, c'est basé sur plein de choses qu'on voit au quotidien dans les médias, dans les films, dans les séries, des gros préjugés ou des stéréotypes qui sont véhiculés, puis qu'on voit toujours certains groupes qui sont associés à la violence, qui sont associés à ci ou à ça, puis qu'inconsciemment, on vient reproduire ça dans des situations concrètes en milieu de travail, alors qu'on n'a rien nécessairement contre ces personnes-là, mais on a été exposé, on est socialisé avec ces images fortes-là qui nous marquent inconsciemment. Puis la peur de la différence est là quand même. Là. Quand tu me parles Exactement. tantôt juste du prénom qui fait comme ouais, ben ça me ressemble pas ou je connais pas. C'est pas un Tremblay du Québec, là. Hein? Exact. Ah, tu l'as nommé la peur de la différence à la base, il y a quelque chose de très profond là-dedans. On a plus d'affinité de manière quasi naturelle avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens qu'on va sentir qui ont une origine commune, que ce soit canadienne, française, qu'on dise québécoise maintenant. On va avoir tendance à penser que d'emblée, quelqu'un qui a un nom comme le nôtre, on va avoir plus d'affinité avec lui, on va mieux s'entendre, ça va mieux cliquer en milieu de travail. Donc, on a ce biais-là, le biais de similarité qui va nous amener à les préférer, ces personnes-là qui ont un nom qui nous ressemble, ce qui ne veut rien dire. A priori, on peut ne pas s'entendre avec cette personne-là. Et à contrario, à faire en sorte que des noms différents, mais ça fasse peur parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être que la personne est née au Québec puis qu'elle parle avec un accent québécois aussi. On n'en a aucune idée, mais juste le nom étranger nous renvoie à des peurs lointaines qu'on a encore aujourd'hui. Ça nous habite. Ben, puis quand tu parles de nés au Québec, hein, quand on parle des Autochtones, ils sont quand même nés au Québec, là, mais on en a peur de tout ce qui a été véhiculé autour de tout ça. Là. Autochtones ou même des personnes Ouais, les immigrantes de deuxième, immigrantes, troisième effectivement. génération qui ont conservé le nom des parents, mais qui ont presque rien de leur Oui. pays d'origine, mais qui ne sont pas perçus en tant que tels comme Québécois ou Québécoises par nombre de personnes à cause de leur nom. C'est vraiment délicat comme enjeu, celui-là. Donc, la question de l'appartenance, est-ce qu'on reconnaît les gens comme faisant partie de notre groupe majoritaire au Québec, le groupe francophone, avec d'autres particularités, mais essentiellement basées sur la langue de nos jours. Sur la langue en partant. OK. Oui. Tu as parlé beaucoup de la notion d'inconscient. Hein? On en est inconscient. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle on en parle peu ou on n'ose pas en parler? Parce que je pense que c'est le rôle de tout le monde dans une organisation d'aborder ce sujet-là. On pourra en reparler un peu plus loin, dire ben, comment on fait ça, mais la notion d'inconscient, pour moi, quand est-ce que j'en prends conscience de ça? Qu'il y a de la discrimination dans mon organisation ou que je le fais sans m'en rendre compte? Ou... Ça prend souvent quelqu'un qui va venir nous amener à reconnaître cet inconscient, des gestes qu'on peut poser qui ont des fondements dont on n'est pas justement conscient, qui ne sont pas rationnels. Moi, pour avoir fait une recherche justement pour montrer la discrimination à l'embauche, ben, c'est une des manières de dire, ben, voici, on a fait une recherche pour montrer l'ampleur que ça peut avoir et les désagréments que ça cause pour des personnes qui sont associées à certains groupes sur le marché du travail, qui ont 2-3 fois plus de difficulté à décrocher une entrevue que quelqu'un qui est aussi compétent sur papier, mais qui s'appelle Tremblay, comme tu le nommais tout à l'heure. C'est exactement ça que j'ai fait dans ma recherche. Donc, quelqu'un qui s'appelle Mamadou, par exemple, va avoir 3 fois moins de chances de décrocher une entrevue avec le même CV, toutes les expériences de travail, les diplômes acquis ici au Québec, avec la maîtrise de l'anglais et du français. La seule chose qui est différente, c'est le nom. Donc là, les gens qui le perçoivent là-dedans, qu'est-ce qu'ils perçoivent la différence, perçoivent d'autres choses qui n'est peut-être pas très claires. Donc, l'inconscient, si on veut être en mesure de le débusquer, ben, il faut être ouvert aussi en tant qu'employeur, en tant qu'employé au sein d'une organisation, à reconnaître ça. Tout le monde est porteur de biais inconscients. On peut apprendre à les connaître, on peut apprendre à mettre en place des mesures qui nous permettent un peu d'en atténuer les impacts négatifs que ça peut avoir. Puis on parle beaucoup de ça en contexte de recrutement, mais si on veut s'assurer d'avoir le plus de personnes candidates qui viennent de toutes sortes de groupes au sein de la société, ben, il faut diminuer les biais qu'il y a à l'étape du tri des CV. Après ça, il y a autre chose à faire si on pense au contexte de l'entrevue en tant que telle. On peut se préparer, puis éventuellement, quand la personne va accéder à l'emploi, donc essayer de lutter contre les biens conscients qui ont des impacts négatifs, parce qu'il faut reconnaître de ce côté-là, c'est que tout le monde est porteur jusqu'à un certain degré de certains biais qui viennent informer nos actions et nos décisions.
mais c'est surtout les personnes des groupes justement minoritaires qui vont subir les impacts négatifs de ça. En tant que personne du groupe majoritaire, on est un peu à l'abri, au même titre que des discriminations, des microagressions. Donc, on est plutôt du côté des gens qui vont être porteurs, puis qui auraient intérêt à faire preuve d'humilité, puis dire, je veux apprendre sur mes biens conscients, je veux être en mesure de m'améliorer en tant que personne, parce que c'est à ça que ça renvoie le travail que l'on fait quand on accompagne les organisations. C'est pas de dire aux gens, vous êtes des coupables, on vous accuse. Non, au contraire, c'est tout simplement, on vous accompagne pour qu'on puisse regarder ça ensemble, que ce soit constructif, le travail qui est fait. OK. Je trouve ça super intéressant ce que tu racontes, puis parfois on va en vivre dans notre quotidien. Je te donne un exemple, j'avais parlé avec un aventurier. On va rendre ça très neutre là, mais dans un aventurier, une personne qui est dans un milieu de travail et qui me nommait que est arrivée une période où une personne qui s'appelle Roger est revenue en s'appelant Marie. Donc, ça a créé un inconfort. Je ne veux pas aller dans le comment ça s'est passé parce que je trouve ça super intéressant comment ça s'est passé, mais j'ai plutôt le goût de t'entendre de moi, je suis un aventurier au travail, puis je vois ça arriver. Comment je peux agir avec Marie, finalement, quand elle revient au travail? Parce que c'est assez inconfortable, là. Oui, c'est un cas qui se présente de plus en plus dans les milieux de travail, mais qui demande toujours une adaptation assez importante de la part de toutes les personnes qui vont entourer justement Marie, qui avant s'appelait Roger, ne serait-ce que pour utiliser le bon pronom, justement, pour nommer la personne, pour éviter des maladresses au niveau du langage, mais c'est sûr qu'au départ, les gens vont être mal à l'aise. Ça risque de créer des malaises et qui sont normaux. Il faut être capable de passer par-dessus, il faut être capable de dialoguer, il faut être capable de parler, mais en tant qu'organisation, ben, c'est sûr qu'il y a une préparation à faire dans la mesure où on est au courant de cette situation-là qui s'en vient, pour sensibiliser les gens à ce que ça implique, justement, un changement de genre dans ce cas-là, pour mettre en place certaines mesures pour faciliter la transition. Puis, dans certains cas, en fait, c'est d'enlever le spotlight, comme on dit en bon français, sur la personne qui vient de changer, puis de regarder autour le milieu de travail en tant que tel. Donc, c'est de préparer les autres personnes à l'arrivée. Moi, je donnerais l'exemple que l'on prend souvent aussi dans les entreprises qui procèdent de plus en plus au recrutement international. Bien, vous avez beau préparer la personne immigrante qui a été sélectionnée à l'étranger pour qu'elle puisse s'intégrer dans le milieu de travail québécois, qui est complètement différent à plusieurs égards. Mais si vous ne faites pas le travail de préparer votre équipe à l'arrivée d'une personne qui arrive de l'étranger aussi, bien, il y a juste une partie du travail de sensibilisation qui a été fait. Et après ça, si ça ne fonctionne pas, bien, ce sera facile de dire, bien, il fallait aussi préparer votre équipe. Dans ce cas-là, je pense que pour éviter de mettre trop de pression sur Marie qui vit énormément de stress, certainement dans cette situation-là, dans sa vie personnelle, le travail en est une bonne dimension, mais il y en a d'autres aussi. Préparer les autres personnes qui vont être appelées ou qui travaillent déjà de près avec elle pour les sensibiliser à ce que c'est, puis c'est quoi les enjeux qu'elles risquent de vivre au quotidien, puis s'assurer d'offrir un accompagnement digne de ce nom pour faire en sorte que ça se passe bien, en fait, puis qu'on reste toujours dans le respect et la bienveillance. C'est des choses très importantes à nommer dans ce cas-là, dans l'ouverture et évidemment d'être prêt à accepter qu'on va faire quelques faux pas, qu'on va des fois dire quelque chose qui n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le nommer, mais être prêt à apprendre dans une situation comme celle-là. Être prêt quand c'est une situation où on dit sans le vouloir quelque chose de malencontreux, d'être capable de le reprendre au bon pour le rendre, en tout cas, rendre ça plus agréable pour tout le monde, là, parce que ça crée un malaise, là, ce que tu Exactement. Les personnes qui vont changer comme ça, puis qui vont changer de pronom, après ça, quelqu'un qui se trompe, mais que tout de suite le reconnaît, ben déjà, tu sais, faute avouée à demi pardonner, c'est ça, quelque part. Il faut désapprendre un peu, il faut sortir du contexte où on donnait toujours du monsieur, madame à tout le monde. Il faut désapprendre ça pour être capable de dire, OK, maintenant, je peux appeler les personnes par leur prénom. Si je veux commettre le moins de faux pas possible, si je veux rester poli parce qu'on est dans une communication par courriel au départ, utiliser le prénom et le nom de famille au complet.
on n'est pas en train de tutoyer la personne, on est en train d'éviter de donner un genre à une personne qu'on ne connaît pas sur la base de son c'est intéressant. prénom. Donc, il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui nous permettent, après ça, d'être mieux équipés, je te dirais, pour faire face à la diversité qui est de plus en plus présente d'un point de vue de sexe et de genre dans ce cas-là, mais qui ne cesse, en fait, de se diversifier, disons-le comme ça. Effectivement. Puis quand tu me dis ça, je trouve ça intéressant parce que puis j'ai une autre personne qui m'en parlait puis qui me disait, ben, tu sais, je reçois une personne puis je viens que je sais plus, je dois-tu dire il, elle, tu sais, puis ben, tout simplement de l'appeler par son prénom et ou de lui demander comment elle souhaite être interpellée, en fait. Ça peut être ça aussi. Exactement. Au même titre que OK. quelqu'un qui a 2, 3 prénoms différents dans Ah un oui. contexte culturel donné, c'est assez commun, mais OK, tu veux que j'utilise lequel? Le premier, le deuxième, le troisième, pour être sûr, puis aller Oui. ensuite dire comment qu'on le prononce, ton prénom, si je ne suis pas sûr, avant de faire une erreur, de le demander. Donc ça, c'est une chose. Puis pour revenir sur les monsieur, madame, il y en a encore des gens qui veulent être appelés comme ça. Pourquoi pas le demander aussi? Est-ce que vous voulez que je vous appelle monsieur? Vous voulez que je Oui, vous appelle madame? Vous voulez effectivement. qu'on se tutoie, qu'on se vous voit, etc. Donc, mettre la table avant d'engager justement la conversation en posant 2, 3 questions comme ça permet de dire, je suis sensible à ça, je te pose des questions pour être sûr qu'on parte du bon pied. Du bon Ensuite, on pied va mieux ensemble. s'entendre. Oui, puis Voilà. j'aime ça, tu sais, dans ce que tu nommes, c'est vraiment, on n'est pas en mode je t'accuse ou on ne cherche pas à accuser rien, mais on cherche à rendre le terrain là, fertile pour de bonnes relations finalement. On s'engage sur un beau terrain ensemble. Là. Exactement. Puis on démontre qu'on est sensible en fait à la différence qu'on perçoit dans ce cas-là, mais on ne met pas non plus l'accent dessus de manière disproportionnée, tout simplement s'assurer de bien nommer les personnes, de bien les interpeller. Ce que je comprenais tantôt dans le début de l'entrevue, tu parlais de, tu sais, je te disais, ben, comment on fait pour savoir qu'on fait de la discrimination dans nos milieux de travail? Tu as nommé la notion de reconnaître dans un premier temps. Ce que j'ai entendu aussi dans ce que tu m'as dit, c'est le reconnaître, ben, c'est de, là, exactement l'épisode qu'on écoute aujourd'hui ou qu'on est en train de faire, est en train de nous sensibiliser. À part de te faire venir dans notre organisation, parce que ça peut être drôlement intéressant, je pense que tu dois faire des conférences ou des choses comme ça, mais comment les gens pourraient déjà, ne serait-ce qu'aborder Eddie dans leur milieu de travail? Comment tu donnerais un exercice à des gens qui ont cette réflexion-là, à se dire, y en a-tu de la discrimination chez nous? C'est une bonne question. Il n'y a pas une recette, hein? Il n'y a pas nécessairement un chemin que tout le monde doit emprunter pour commencer à se sensibiliser, à sensibiliser toutes les personnes au sein d'une organisation par rapport à l'EDI. Une des clés, c'est de lire un peu pour comprendre c'est quoi l'EDI. Essayer de voir aussi c'est quoi nos a priori sur l'équité, la diversité, l'inclusion. Moi, ce que j'entends de façon assez régulière, c'est que les gens soit on est pour, on est contre. C'est quelque chose qui polarise. C'est quelque chose de politique, le DI. C'est quelque chose qui touche les émotions. C'est quelque chose qui soit nous divise ou nous rassemble. Puis on tend à choisir notre camp. Moi, je dirais que le DI, il faut être sûr aussi de ne pas prendre ça comme si c'était un bloc monolithique. C'est pas le DI, c'est pas, j'entends des gens utiliser le mot religion, idéologie, des mots à connotation péjorative pour dire le DI c'est mauvais, puis on se positionne contre, puis là tu vois des fois l'argument qui est autour de ça, puis essayer de déconstruire ça un peu. En fait, moi ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs approches en EDI, comme il y a plusieurs approches dans d'autres questions sociales qui ont de l'importance. Il y a vraiment de l'ouverture pour chaque organisation qui veut aller de l'avant avec ça, pour s'assurer, puis dans le contexte où on est présentement, avec les enjeux de la rareté de main-d'œuvre, on veut recruter du monde, on veut les garder, bien, s'intéresser à l'EDI, c'est comme une des voies justement qu'on présente comme étant très importante à considérer. Puis à l'intérieur de ça, chaque organisation décide un peu où on s'en va avec ça. S'intéresser à l'EDI, c'est prendre conscience des enjeux qu'il y a pour certains groupes. Puis c'est de comprendre aussi, tiens, si on n'a pas de personnes handicapées, si on n'a pas de personnes qui viennent des minorités visibles dans notre entreprise, bien, il y a peut-être des raisons en arrière de ça. On devrait peut-être revoir nos façons de faire pour s'assurer qu'on n'est pas porteur de quelques pratiques qui tendent à discriminer les gens, même si ce n'est pas notre intention. Donc, c'est de faire preuve d'humilité par rapport à ça.
Et ce qui est bien important aussi au sein des organisations, si on veut aller de l'avant avec l'EDI, c'est que ça vienne, que ça soit soutenu par les dirigeants et les dirigeantes. Que ce soit un message fort qui soit lancé, qu'il y ait du leadership de ce côté-là, pour justement envoyer le message comme quoi que c'est important de s'intéresser à ça. Et voici qu'est-ce qu'on entrevoit comme démarche. On invite les gens à se sensibiliser à ça, peut-être faire quelques courriels, quelques capsules pour sensibiliser les gens à la base, pour ensuite voir qu'est-ce qu'on fait avec ça au sein de notre organisation. C'est où sont les enjeux chez nous? Se donner les ressources, se donner le moyen de poser un regard critique. Avec le recul, est-ce qu'on fait appel à des ressources externes pour venir nous aider? Est-ce qu'on a des ressources à l'interne qui pourraient nous aider à faire un petit sondage pour tâter le terrain, voir ce que les gens en pensent, voir ce que les gens voient dans l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, pour avoir une espèce de point de départ pour dire, OK, maintenant on a ça, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça maintenant? Éventuellement, on se donnera des objectifs concrets pour dire, nous, on veut faire ça pour telle et telle raison. On aimerait ça, par exemple, diversifier notre comité de direction parce qu'on a pratiquement juste des hommes présentement. On aimerait ça amener un peu plus de femmes. On aimerait ça amener des gens de d'autres origines éventuellement, etc. C'est un exemple parmi d'autres, mais ce n'est pas la même situation partout. Donc, aborder l'EDI, c'est de reconnaître qu'on ne part pas tous et toutes la même place, qu'on ne s'en va pas tous dans la même direction non plus. Oui, on veut faire une plus grande place à ces valeurs-là, qui sont devenues assez importantes dans notre société, mais la façon qu'on va prendre pour cheminer vers là va varier beaucoup d'une organisation à l'autre. Il n'y a pas de chemin unique, en fait. En fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de juste amener ce balado-là. Hein. On est une belle discussion pour ouvrir la porte dans une organisation. Je vais essayer toujours de donner quelque chose de simple aux organisations, je pense, en étant. Tu as parlé beaucoup des leaders qui prennent conscience. Moi, je parle faire l'état des lieux. C'est un peu ce que tu as exprimé à travers tout ça. Donc, on fait l'état des lieux de comment ça se passe dans notre organisation. Mais si mes leaders n'en parlent pas, puis que moi, je suis un aventurier, puis que pour X raisons, c'est moi qui le vis ou qui est sensible à ça, puis que je vois que dans mon organisation, parce que tu l'as dit tantôt, on ne veut pas nécessairement en parler, on a un peu peur parce qu'on se sent un peu maladroit. Bref, comment l'aventurier, celui qui est employé terrain, peut faire pour dire, ben moi, j'ai des inconforts par rapport à certaines situations. Comment tu suggérerais d'amener ça en organisation? Merci beaucoup d'amener cette question-là, Nathalie. Je donnais le modèle idéal dans lequel les leaders des entreprises publiques privées vont prendre le devant. Le devant, oui. Nommer la chose. Dans le cas que tu évoques, c'est qu'il n'y aurait pas cette prise de conscience-là en haut, mais que ça viendrait plutôt de la base. Et l'idée, c'est de faire remonter ça avec de créer une dynamique où on va sensibiliser les gens. Si on est une personne, on est deux. S'il y a des personnes justement qui viennent de groupes minoritaires, y a-t-il des personnes aussi du groupe majoritaire qu'on pourrait avoir comme alliés dans la cause? L'idée, c'est de construire une équipe tranquillement. Et il y a dans certains cas des comités EDI qui se créent à partir de la base de manière un peu plus informelle. Ah oui, ils vont faire du travail à l'interne, puis avant d'être reconnus en haut et avant d'amener la sensibilité et qu'il y ait des actions, qu'il y ait des budgets, qu'il y ait des ressources qui soient fournies par l'organisation en question, ça peut partir d'en bas. C'est pas simple, puis ça peut fonctionner à certains endroits. Dans d'autres, peut-être les organisations ont essayé de bloquer ça parce qu'on ne veut pas. Il peut y avoir toutes sortes de situations, mais moi, je pense que c'est un cas à considérer. Ça peut partir de là, effectivement. Puis, après ça, comme tu évoquais, c'est peut-être de faire tranquillement, de sensibiliser les gens en faisant écouter un balado. Moi, j'ai le réflexe de parler de lecture, mais de parler de l'écoute d'un balado ou d'une vidéo, etc. Ça peut faire justement le travail pour aborder la question. Puis essayer, puis là, après ça, ça dépend aussi des enjeux qu'il y a à l'interne. Hein. Si on a déjà des enjeux majeurs, des cas de discrimination, des cas de harcèlement, des cas de violence vraiment, voire des violences à caractère sexuel, etc., bien là, c'est d'aller voir c'est quoi les ressources qu'il y a à l'interne pour essayer de lutter contre ça, pour aller chercher un appui, parce que c'est des problèmes qu'il peut y avoir au sein des organisations, qu'on se soit intéressé ou pas à l'EDI, ça existe, puis généralement, on veut combattre ça pour faire en sorte que les gens se sentent bien au travail, puis qu'on veut les garder. Donc, je pense qu'il faut essayer de voir c'est quoi les leviers qu'il y a déjà en place. Tu sais, une politique contre le harcèlement, des choses comme ça, ou tout simplement une valeur sur laquelle on peut tabler qui est au cœur de l'identité de l'entreprise, le respect,
c'en est une valeur qui est souvent là. Puis, ben, l'EDI, c'est respecter, bien sûr, mais d'avoir un respect, je dirais, un peu plus précis encore sur les gens qui vivent des enjeux de manière disproportionnée au quotidien, notamment dans le monde du travail. C'est ça, la question de l'EDI. Donc, d'essayer de voir c'est quoi qui est en place, sur quoi on peut miser pour essayer de faire avancer l'EDI, pour sensibiliser les cadres, les gestionnaires, etc., pour qu'ils puissent éventuellement prendre connaissance de l'ampleur et vouloir aller de l'avant parce qu'il y a plein d'avantages qui sont associés aux organisations qui sont davantage diversifiées et qui ont des pratiques inclusives pour faire en sorte que tout le monde sente qu'ils appartiennent justement à l'équipe. Ah, puis tu sais, si je fais le lien avec la créativité que moi je travaille, je dis toujours la multitude des regards amène vraiment une créativité phénoménale. Donc, d'aller chercher cette diversité-là, au contraire, c'est gagnant pour une organisation là, par rapport à tout ça. En gros, si je résumais ton propos, je dirais, ben, tu sais, moi, je suis un aventurier, je me sens tout seul dans mon coin, ça me rend inconfortable, je me rends compte que mon organisation n'en parle pas. Je me fais un petit peu l'état des lieux, je regarde, y a-t-il des alliés dans ça et tranquillement de me monter des alliés ou aller chercher des outils au sein de l'organisation pour en parler et faire ressurgir, remonter tout ça vers le haut de l'organisation finalement, d'amener le dialogue autour de ça. Absolument. En fait, c'est la même dynamique que s'il y avait une volonté qui venait d'en haut pour aller de l'avant avec l'EDI, pour essayer de lutter contre des enjeux comme la discrimination au milieu de travail, ce serait la même dynamique d'essayer d'aller chercher des alliés pour faire embarquer le plus de monde possible. Parce que l'EDI, ça peut, je le disais tout à l'heure, ça tend des fois à créer des résistances, à polariser les gens. Donc, il faut, en quelque sorte, toujours avoir en tête d'aller chercher des alliés, de diversifier, puis d'avoir des gens dans différentes directions, dans différents services au sein des organisations, différents niveaux hiérarchiques aussi, parce que l'inclusion, c'est de considérer que le point de vue de quelqu'un qui a un emploi à l'entrée d'une organisation est aussi bon à écouter que celui d'un dirigeant en haut. L'inclusion, c'est ça. Donc, à quelque part, s'il faut être capable, si on veut aller de l'avant de ce côté-là, il faut faire en sorte de réunir les gens le plus possible et de lutter contre la division qu'il peut y avoir à l'interne. Ce qui ne veut pas dire que tout va aller comme sur un fleuve tranquille. C'est pas simple, mais ça se peut, tout à fait. Ça se peut. Donc, puis tu sais, quand tu dis que le discours d'un dirigeant va être aussi important que celui de l'employé, quand je fais de l'animation de collectif, quand j'ouvre le dialogue, tu sais, pour faire le lien avec ce que tu disais tantôt, moi, je vais souvent dire « je tue car le vous nous éloigne ». Et je dis toujours que quand je parle en vous, je vais parler plus à la direction. Quand je parle en tu, je parle à tout le monde et les gens sont portés à parler et à discuter. Donc, c'est là où le dialogue, c'est de l'ouvrir tout le monde ensemble finalement à travers tout ça, cet inconfort-là. Exactement. De créer un climat au travail où on va pouvoir parler tous ensemble et parler des choses inconfortables. Oui. C'est ça qui est important en EDI. Ça, c'est un défi. Créer un climat sécuritaire où il y a la sécurité psychologique. Chaque personne peut partager ce qui ne fonctionne pas sans avoir la peur d'être jugé, sans avoir la peur de subir des représailles, des préjudices au travail parce qu'on vient de nommer un malaise qu'on a avec certaines pratiques. Surtout si on ne pointe pas des personnes, si on parle de pratiques, si on parle de politiques qu'on a l'impression qu'ils sont discriminatoires, il faut pouvoir parler de ça dans le milieu de travail. Donc, c'est de créer cette dynamique-là. C'est ça. Puis comme on le disait au départ, tu dis, la notion de l'inconscient, la discrimination, pourquoi qu'on a de la misère à parler de ça? Bien, justement, il faut crever l'abcès en quelque sorte et nommer. Ça ne veut pas dire qu'on s'expose et on reconnaît qu'on fait de la discrimination dans une organisation. Ouvrir la discussion pour parler des choses qui vont nous mettre dans une position inconfortable, c'est faire un pas en avant pour dire, OK, je suis prêt à me sentir inconfortable, à mettre de côté mes pantoufles pour aller dans une zone où je suis un peu moins à l'aise, pour apprendre à des autres personnes, pour écouter leur point de vue et pour éventuellement qu'on puisse discuter de tout au travail pour justement éliminer le plus possible ces zones inconfortables et ces situations qui peuvent se produire éventuellement. Donc, de créer une dynamique où il y a un dialogue constructif à partir d'enjeux qui ne sont pas le fun, mais si on fait juste... Qui doivent être mis sur la table. C'est ça. Si on fait juste éviter d'en parler, bien, ça ne va pas se régler par magie. Donc, en quelque sorte, il faut... Il n'y a pas de baguette magique. Non, il n'y a pas de baguette magique. Il faut oser, il faut faire preuve d'un peu d'audace pour mettre en place
un climat ou une situation, créer un événement pour dire, OK, on va parler de l'EDI aujourd'hui, puis peut-être ça va parler de discrimination, peut-être ça va parler de sexisme, peut-être ça va parler de microagression, de bien conscient, etc. Peut-être ça va parler de, OK, d'agisme. Pourquoi moi, je n'aurais pas accès à telle promotion? On me dit que je suis trop jeune. Ouais, mais si je suis compétent et je n'ai pas accès, c'est-tu de l'agisme dans ce cas-là? En tout cas, nommer des choses comme ça. D'oser. Ce que j'entends, c'est oser poser des questions, en tout cas. Tout à fait. Oser poser des questions, puis oser mettre en place une structure ou un événement qui va permettre de parler de ça. OK. Malgré qu'on ne sait pas où ça va. Mettre de côté la peur, puis oser en se disant, écoute, on ne pourra pas se faire reprocher d'avoir rien fait. On ose quelque chose de nouveau, on le dit, on ne sait pas, et on prend le plus possible là, de précautions pour limiter les risques, mais on dit où on veut aller avec ça, pourquoi on le fait. Après ça, on vient de mettre la table pour que des discussions, peut-être inconfortables, mais des discussions saines se tiennent en milieu de travail. En milieu de travail. J'ai le goût qu'on ramasse tout ça en disant, Eddie, là, le fameux Eddie, parce que j'aime ça, ça fait comme un personnage pour moi, j'aime ça. Eddie, on en a peur parce qu'on sait que ça peut être illégal selon comment ça peut se passer, si on résumait ça en gros. On a des biais tous, autant qu'on soit inconscient par rapport à des situations. Ce qui nous amène à ne pas oser en parler, c'est vraiment ce côté-là de j'ai peur de me faire reprocher des choses ou tout ça. Il faut oser comme aventurier, qu'on soit gestionnaire ou qu'on soit employé, essayer de trouver, faire un état de la situation, oser mettre la table sur le sujet, d'en parler, quand tu dis oser en parler, puis d'aller dans cet inconfort-là, puis ça peut être de le nommer, j'ai une situation inconfortable que je vois en ce moment, j'ose l'aborder avec vous. Donc, déjà là, on est en train de mettre la table à ce sujet-là. Tu as parlé aussi de lire, d'écouter sur le sujet pour être capable d'en parler. Tu as sûrement des articles sur ton site aussi qu'on pourra mettre en référence ou des articles à quelque part là, que tu pourrais nous amener en référence. Ça peut être intéressant. J'ai le goût de te donner, est-ce que ça fait un bon wrap-up? Puis qu'est-ce que tu ajouterais à tout ça, toi? Oui, je vais sélectionner quelques idées, là. Oui. Pas partir dans tous les sens, mais je pense que ça fait un bon wrap-up, effectivement. Il y a de la formation, je parlais de beaucoup de sensibilisation depuis le début, de l'auto-formation ou d'amener des ateliers de formation pour le personnel en milieu de travail pour familiariser les gens avec ce que c'est l'EDI, l'équité, la diversité, l'inclusion, pour qu'on puisse parler de notions de base comme bien conscient, discrimination, microagression. Peut-être des ateliers grand public et peut-être des ateliers spécifiques pour des gens qui ont des postes décisionnels, des gens qui gèrent des équipes de travail. On n'est pas au même niveau. Donc, d'avoir quelque chose de légèrement différent pour qu'on puisse outiller des personnes qui sont dans des postes comme ça, des postes de gestionnaire généralement. Donc, ça, c'est une chose importante. Et l'autre chose qui me venait aussi spontanément en tête avec ta question, c'est se responsabiliser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient imputables. S'il y a un problème de cet ordre-là au travail, puis pour reprendre cet exemple de la discrimination, il faut qu'on soit capable de dire chez nous, c'est non, la discrimination. Chez nous, ces discours-là qui stigmatisent des personnes, qui véhiculent des propos racistes, sexistes, etc., c'est non. Il faut être en mesure de dire, c'est pas juste dans nos valeurs, c'est pas juste dans notre discours, c'est en milieu de travail aussi qu'il y a des personnes qui disent non, tu peux pas dire ça. C'est pas recevable. Ça ne se dit pas. Il y a des mots à utiliser. On peut avoir aussi dans les ateliers de formation, de sensibilisation, c'est quoi les mots qu'il faut utiliser plutôt que d'autres? Pourquoi on dit qu'il ne faut pas utiliser ceux-là? Ça fait partie de la sensibilisation, mais ça prend des personnes qui sont porteuses du dossier au travail, puis qui vont dire, puis je reprends les personnes qui sont dans des postes décisionnels, qui gèrent des équipes, de dire non, dans mon équipe, je ne veux pas ça, mais voici ce que je veux. Être en mesure de dire, voici la place qu'on va faire. Dans ma réunion d'équipe cette semaine hebdomadaire, je veux qu'on prenne 5 minutes, je veux qu'on prenne 10 minutes pour parler de ça d'emblée. Qu'on puisse parler des cas de réussite, des histoires de réussite qu'il y a dans les organisations. Comment certaines organisations réussissent à aller chercher des personnes handicapées, en situation de handicap. C'est quoi les stratégies qui ont été prises? C'est quoi les bénéfices que ça va amener au sein des organisations qui vont se mettre justement à être plus sensibles à ça puis vouloir recruter davantage de personnes de ce groupe minoritaire-là, qui sont les personnes handicapées, etc.
Donc, on peut avoir des mesures comme celle-ci qui sont intégrées au quotidien, qui sont intégrées à chaque semaine, qui sont intégrées dans le plan de travail pour s'assurer justement que ça ne soit pas laissé en tant que tel, qu'on prenne ça au sérieux pour démontrer notre engagement. Puis, je viens de nommer un mot important, je parlais d'imputabilité tout à l'heure, l'engagement. S'engager pour dire, OK, l'EDI pour nous, là, on regarde ce qui se fait ailleurs, on regarde ce qu'il y a au sein de la société, on considère que c'est très important pour nous, on n'avait peut-être pas réalisé encore. Là, on le conçoit, puis on veut que ça soit intégré dans notre identité, que ça soit intégré dans notre culture organisationnelle, etc. Que ça soit porté, puis qu'on s'engage à faire en sorte qu'on puisse en parler, qu'on puisse faire un état des lieux, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on brosse un portrait de ce qu'il y a comme bonne pratique. Souvent, c'est important de le nommer quand on commence à faire un état des lieux ou ce qu'on appelle un diagnostic aussi dans le jargon chez nous, qu'on brosse le portrait de ce qu'il y a, c'est de dire, bien, écoutez, vous avez déjà des bonnes choses en place, vous avez déjà des bonnes initiatives, des bonnes activités sociales qui permettent de renforcer la cohésion dans votre équipe, dans vos équipes. Vous avez peut-être des besoins qui ne sont pas encore considérés pour l'instant, qui devraient l'être pour s'assurer que tout le monde se sente inclus. Des enjeux, il y a peut-être même quelque chose plus de l'ordre de problème, un peu plus majeur. Et voici ce qu'on va faire avec ça éventuellement. Voici où on s'en va. Donc, d'essayer de trouver des actions prioritaires pour agir en fonction de l'EDI. S'engager dans ce sens-là. Pas juste s'engager pour dire c'est important pour nous, l'EDI, de mettre ça sur notre page Internet, de s'assurer d'avoir quelques photos de personnes qui appartiennent à différents groupes. Aller au-delà de la façade puis dire on s'engage concrètement, voici ce sur quoi on veut travailler. Se doter d'un plan d'action, se doter éventuellement d'une politique, mais il n'y a pas d'ordre non plus à suivre, là. Mais l'important, c'est d'envoyer le message que l'expression consacrée, que les bottines vont suivre les babines dans ce cas-là. Donc, tu sais, qu'on a besoin, we need to walk the talk, tu sais, en anglais aussi, qui est une super belle façon de le dire. Pas juste en parler, mais agir. Pas juste en parler, mais agir, c'est ça. Voilà. Puis, tu sais, la première question, puis tu as commencé l'épisode avec ça, puis j'oserais dire, si je laissais les gens avec un mot, ce serait discrimination, d'amener le dialogue autour de la discrimination. Est-ce qu'elle existe dans notre organisation? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce que vous sentez qu'elle est présente? Ça peut déjà être un beau... Puis c'est quoi la discrimination? Parce que souvent, on n'a pas le même langage sur le mot discrimination. Donc, ça peut être intéressant d'amener ce dialogue-là autour déjà de ce mot-là. Là. Absolument. Je le disais au départ, c'est un gros mot qui peut faire peur, mais il faut être capable de le nommer. Il faut être capable de dire c'est quoi. Il faut être capable justement de le nuancer. Discrimination directe, indirecte. On parle de discrimination systémique. On parle de discrimination. On voit que c'est complexe. Hein? On parle de discrimination dans l'accès à des promotions. Tu sais, si on a certains prérequis qui tendent à exclure certains groupes de personnes, puis pour ne pas nommer des femmes qui ont pris des congés de maternité ou des congés parentaux qui font en sorte qu'ils ont autant d'années qui sont reconnus, etc., ben c'est peut-être quelque chose qui n'était pas souhaité dans la politique qui encadre des promotions, mais qui en crée des discriminations dans ce cas-là. Donc, peut-être tout simplement s'ouvrir à l'idée qu'on puisse parfois avoir quelque chose en place qui discrimine les gens, même si ce n'est pas notre intention, le reconnaître et changer les choses. Mais absolument nommer la discrimination et donner des exemples concrets. Tu le disais tout à l'heure, je pourrais effectivement fournir là, quelques articles de référence pour concrètement c'est quoi, puis c'est quoi les impacts que ça a sur les personnes qui subissent ça, la discrimination. Ça a vraiment des impacts sur les enjeux de santé mentale, sur justement la capacité qu'ont les gens à se sentir acceptés, accueillis, reconnus en milieu de travail, voire au sein de la société. Donc, je pense que ce serait un bon point de départ d'aborder un mot comme celui-là, puis de montrer un peu ce à quoi ça renvoie, puis de tranquillement être en mesure de nommer puis d'en parler. Voilà. Oui, parce que quand on parle, on sent la passion, tout le grand... Écoute, tu as fait vraiment une étude là-dessus, j'en suis convaincue. J'ose une dernière question, parce que les aventuriers sont super curieux. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser à ça, puis à être docteur dans ce domaine-là? Moi, c'est sérieux, ça me fascine, puis tu en parles vraiment de façon passionnée, là. Merci Nathalie. C'est une excellente question de la fin. Souvent, je vais commencer comme ça quand je fais des présentations.
Plusieurs expériences dans ma vie. Je te dirais que dès que j'ai commencé mes études en sociologie, j'avais un intérêt pour les inégalités sociales et j'avais aussi des gens dans mon entourage, la mère de mes enfants qui était une immigrante, des amis quand j'étais à Montréal, immigrants aussi, qui vivaient des enjeux au travail, qui ont vécu de la difficulté. Puis je me disais, ah, il y a quelque chose là, c'est quoi exactement? Donc, tu sais, je m'intéressais à toutes les questions d'immigration, questions de racisme, etc. Donc, tranquillement, j'ai été amené à lire beaucoup là-dessus et à m'intéresser à ça et à me dire, ben ça existe. C'est pas parce qu'on est méchant ou parce qu'on veut discriminer, mais on a de la misère avec le monde qui parle français avec un certain accent. On a tendance à ne pas leur donner accès à un job, même si c'est un job au salaire minimum. Donc ça, c'était il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, au milieu des années 2000, quand j'étais à Montréal. Et je te dirais qu'une autre chose qui m'a amené vraiment, qui était déterminant, il y en a deux, à faire ma thèse sur la discrimination à l'embauche, c'est qu'il y a une étude de la Commission des droits de la personne qui a été faite à Montréal en 2010 sur la discrimination dans le tri des CV. Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait « Aïe, aïe, c'est donc bien intéressant. Est-ce que ça a été fait à Québec? Non, je me lance, je veux faire un doctorat. J'étais en train de finaliser ma maîtrise à ce moment-là. Puis ça a été marquant et en même temps, j'ai vécu un cas de discrimination en tant que personne du groupe majoritaire, de surcroît homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, pour nommer tout ce qu'il y a de plus normal. On n'est pas amené généralement à vivre des situations comme ça, mais quand je l'ai vécu, ça m'a ouvert les yeux. J'ai fait aïe, 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 ça peut arriver de se faire discriminer comme ça en direct par une personne et j'ai senti ce que ça pouvait amener comme colère et j'étais en train de chercher un logement puis quand on visitait le logement avec le propriétaire, tout allait bien. À la fin, il devait nous envoyer des papiers pour qu'on puisse signer le bail, etc. Mais quand ça a été mentionné qu'on avait des enfants, sa face a changé et son discours a changé en l'espace de quelques secondes. Il a évoqué des excuses comme quoi que ça allait plus pour les personnes qui habitaient à l'étage d'en bas ou lui qui habitait en haut, qui voulait. Puis finalement, il a dit, il s'est rendu compte après quelques secondes qu'il était en train de discriminer, qu'il ne devrait pas, mais il a dit, je vais te l'envoyer quand même. Il n'a jamais envoyé le document en question. Il n'a jamais donné suite. Il a coupé la communication. Donc, c'est de vivre cette expérience-là. Puis moi, je le dis, à la blague et pas à la blague, chaque personne devrait vivre un cas de discrimination pour vraiment comprendre c'est quoi. C'est un des paradoxes. Là. Tant qu'on n'a pas vécu une situation, on a tendance à négliger l'existence, à minimiser l'existence que ça a chez les autres personnes, que ce soit le racisme ou le sexisme ou un cas de discrimination comme celui-là dans l'accès à l'emploi ou au logement. Mais quand on le vit soi-même, là, on est capable de connecter avec les autres personnes. Ce lien-là se fait plus facilement. Donc, dans mon cas, ça a été aussi un des facteurs qui a contribué. Et à la base, c'est toutes des valeurs là, que je défends au quotidien, que je prône au quotidien, l'égalité, l'équité, la diversité, l'inclusion, etc. Donc, lutter contre les inégalités sociales qui sont inappropriées, des gens qui se font justement traiter autrement à cause de leur statut, à cause de leur origine, à cause de leur accent, etc. Pour moi, ça vient me chercher. Donc, si on peut contribuer à rendre les milieux de travail plus inclusifs, on fait une pierre deux coups de ce côté-là. Allons-y. Oui, puis quand tu dis que tout le monde devrait le vivre, je fais une petite parenthèse. J'en ai vécu une, moi, à ma première grossesse, de me faire dire vous vous faites engager pour avoir le chômage. C'est vraiment insultant là, de vivre ça. Là. Donc, j'imagine aussi quand on arrive pour louer, ça doit être assez. C'est inconfortable, puis en même temps, on est choqué, mais on ne sait comme pas quoi en faire. Là. Bref, fascinant. Voilà. J'ai le goût de te dire merci beaucoup. Je trouve que c'était un super épisode. Puis j'invite les gens, là, ils vont écouter cet épisode-là juste à l'entrée de l'été, donc d'ouvrir ou d'aller lire sur l'aspect discrimination. Donc, on va fournir des articles que tu as ou des choses, en tout cas, que tu vas pouvoir nous donner qui va déjà leur permettre de s'alimenter sur le sujet. Puis ne serait-ce que d'écouter le balado, cette entrevue-là peut être drôlement intéressant de l'amener au sein de vos équipes là, pour que les gens puissent voir est-ce qu'on en a de la discrimination. Est-ce que Eddie est chez nous, finalement? Oui, sinon, il n'est pas trop tard pour faire venir Eddie, les aventuriers, aventurières, vraiment. Là, je pense que c'est un enjeu à côté duquel on ne peut pas vraiment passer si on se soucie du bien-être de tous les employés au travail. Effectivement. Puis on va mettre les coordonnées si les gens veulent te rejoindre, là, donc de ton entreprise et tout ça, là, sous l'épisode. Donc, si les gens veulent avoir du soutien de votre côté, vous êtes là pour ça. C'est ce que je comprends.
Avec plaisir, on va les accompagner pendant cette démarche-là, puis les aider à voir clair un peu, puis à trouver leur direction, leurs orientations pour la suite des choses. C'est bon. Hey, merci beaucoup. Puis j'ai le goût de dire aux aventuriers bon été et je réfléchissais sur la discrimination sur Eddie finalement. C'est un plaisir, Nathalie. Bon été à tous et à toutes. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas, partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Pour qu'ensemble, on puisse redéfinir les règles du jeu de l'univers du travail. Engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur pour ton chemin vers ta réussite.